Bonjour à tous et voici un petit webinaire aujourd'hui sur un sujet qui est pour moi assez important à aborder sur le psilohuasca et l'ayahuasca. C'est un sujet important pour moi parce que j'accompagne des cérémonies de psilohuasca depuis un certain temps au Portugal et dans d'autres pays. Et c'est une boisson qui est peu connue, très très peu connue. Et actuellement, tout le monde mise sur l'ayahuasca pour vivre son expérience, alors que nous avons le psilohuasca qui est une boisson très très intéressante en termes de thérapie, en termes d'exploration spirituelle et d'introspection. Donc voilà, ce petit webinaire est là pour ça. Au cours de ce webinaire, pour les participants qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et je vous répondrai avec plaisir. Vraiment, plus vous poserez des questions, plus voilà, ça me permettra d'être interactif et de partager encore un peu plus de mes expériences. Donc pour me présenter, moi je suis hypnothérapeute à la base et j'ai découvert les psychédéliques il y a quelques années de ça. J'ai pu faire un cheminement personnel grâce à ces psychédéliques, notamment et principalement avec l'ayahuasca, mais également ensuite avec le psilohuasca. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le partager et commencé à cérémonier avec et à organiser des cercles thérapeutiques dans différents endroits, Portugal, ou Hollande, ou d'autres endroits encore. Et je trouve qu'aujourd'hui, il serait important de parler de ce psilohuasca et de surtout faire comprendre en fait quels sont les points communs avec l'ayahuasca et quelles sont les différences avec l'ayahuasca. Et bonjour Mélanie. Et donc on va commencer par rapport à ça. Donc je précise en fait dans ce webinaire, comme pour tout webinaire que je vais faire ou que j'ai pu faire, que ce n'est que mon point de vue, que ce ne sont que mes expériences. Moi, ce n'est pas la vérité absolue, c'est juste mon petite opinion et ce que j'ai pu vivre, que je partage là. Donc, le but est de vous faire réfléchir et sûrement pas de vous convaincre de quoi que ce soit, mais juste de vous faire réfléchir et de vous permettre de peut-être ensuite creuser de votre côté et vous cultiver encore un peu plus dans ce domaine si cela vous intéresse. Euh, Moi, mon but n'est pas de pousser à la consommation aussi de ces médecines. Le but, c'est de sensibiliser. On est à l'aube d'une troisième révolution psychédélique, ce qu'on appelle la troisième vague. Elle n'est peut-être pas encore vraiment perceptible ici, mais elle est en train de se faire savoir et il est important de sensibiliser avant que voilà, il y a cette grande vague qui se fera sentir à travers notre société. Alors, je regarde mes petites notes, hein. Par rapport à l'intérêt de parler de tout ça, en fait, et pourquoi ça me tient à cœur plus précisément, c'est que il y a un souci écologique et un phénomène de mode avec l'ayahuasca, et derrière ça, un souci écologique qui est important d'aborder. Alors qu'avec le psilohuasca, on peut vraiment solutionner beaucoup de choses. Je rentrerai en détail tout à l'heure à ce sujet. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a d'autres choses que l'ayahuasca en fait. Il y a d'autres médecines que l'ayahuasca qui sont tout aussi intéressantes, tout aussi profondes, tout aussi intenses, élevantes. Et il est important de le savoir, plutôt que de miser que sur voilà, que cette médecine qui vient de la forêt amazonienne, qui est liée à tout un écosystème et toute une culture et qui malheureusement en pâtit actuellement. Ce qui est très intéressant avec le psilohuasca, c'est que il y a une racine ancienne qui est en Europe et on va plutôt dire entre l'Inde et l'Europe. À travers pas mal de recherches que j'ai pu faire et qui ont été faites, on peut voir que les pratiques avec le psilohuasca, sous une forme ou une autre, avec des éléments supplémentaires, a été pratiqué depuis très très longtemps. Mais il y a une réalité, c'est que entre l'Inde et l'Europe, il y a eu une amnésie des médecines chamaniques et notamment ces médecines psychédéliques ou antéogènes. Et donc, ce qui est intéressant avec le psilohuasca, c'est aussi
de commencer à s'intéresser à qu'est-ce qu'on avait ici en Europe, mais à l'époque ça s'étendait jusqu'à l'Inde, ou inversement ça partait de l'Inde jusqu'en Europe. Et sous différents noms, on avait cette boisson ou des boissons similaires qui étaient utilisées très régulièrement. Et le psilohuasca se rapproche, sans que ce soit à 100% affirmatif, mais se rapproche énormément, je dirais à 80%, de une boisson que l'on appelle soma, dont on parle dans les Védas indiens, et qui s'est propagée au fur et à mesure à travers le Moyen-Orient jusqu'au bassin méditerranéen. Ce qui est intéressant aussi dans le psilohuasca, c'est que on va toucher on va toucher à d'autres plantes qui constituent, on va toucher à des plantes qui constituent le psilohuasca, les champignons. Et il est intéressant de savoir que, malgré ce qui est dit officiellement, ou on va dire de manière assez populaire, que les champignons viennent d'Amérique latine, il y a une pratique avec les champignons ancestrale ici en Europe. On en trouve des traces en Algérie, on en trouve en Espagne, on en trouve en Grèce et dans d'autres coins de l'Europe et de l'Inde. Et là, je ne parle pas de la manite, mais je parle bien des psyllos. Donc voilà, c'est tout le programme de ce soir. Enfin, je vais tâcher de faire un petit webinaire pas trop long pour que ça soit, voilà, que ce soit juste dense comme il faut et pas trop ennuyant. La première chose que j'aimerais partager en fait dans mes expériences entre la différence avec l'ayahuasca et le psilohuasca, ça va être ben, voilà, mes expériences personnelles. Avec l'ayahuasca, ce qui a été très intéressant, c'est que c'est une énergie très maternelle. On associe très souvent une énergie féminine à l'ayahuasca. Et personnellement, ça a été que ça, hein, clairement. Donc c'est une énergie pour moi qui est très maternelle, très aimante, avec une reconnexion vraiment avec un amour divin, infini. Hum, euh, Personnellement, j'ai pu apprendre à être aligné, à être centré, à être ancré. J'ai pu découvrir, on va dire, le fluide de la vie, toute cette énergie de vie qui nous relie les uns et les autres, ce qu'il pouvait y avoir au-delà de la mort, la conscience de l'univers de la vie, on va dire, de la nature. J'ai pu découvrir aussi une forme de réalité supérieure et également des formes d'extase, de plaisir. J'ai pu avoir des montées de Kundalini extrêmement intenses. Ça a été mes expériences avec l'ayahuasca. Avec le psilohuasca, que j'ai pratiqué après l'ayahuasca, c'est tout aussi intense, voire même plus intense pour une grande partie des participants qui ont pu comparer. Pas toujours, mais en général. Et par contre, le point déjà différent avec le psilohuasca, c'est que ça va être une expérience qui va être crue, qui va être potentiellement dure, et même qui va nous connecter à ce qu'on pourrait cataloguer avec de la violence. Énormément de femmes, énormément de personnes, mais beaucoup de femmes vont reconnecter à des souvenirs associés à du viol, de la pédophilie, de l'inceste, les concernant ou concernant la lignée des femmes de leur famille ou même la lignée des femmes de la société humaine. C'est assez dur euh, comme expérience parce que ça amène à une forme de réalité qu'on n'aime pas spécialement voir. Et en même temps, la conséquence, c'est que ça permet d'accepter cette réalité-là, cette réalité qui est dure, qui est crue, même si on prétend être dans une société élevée, moderne, évoluée. Il y a une réalité avec la guerre, il y a une réalité avec des cruautés cachées et des perversions cachées et des abus. Et quand on prend du psilohuasca, en général, ça va nous emmener assez vite dans ces univers-là. En fait, j'utilise le terme cru plutôt que dur ou violent ou assez dark parce que il n'y a pas spécialement il n'y a pas de mise dans des cases à ce niveau. On peut vraiment interpréter cette réalité-là comme quelque chose de vrai et non négatif comme négatif. Ça, c'est vraiment une question d'interprétation personnelle. Mais en tout cas, voilà, l'expérience peut être relativement crue, donc ça, c'est une grosse différence avec l'ayahuasca.
Et donc ça peut être des vérités brutes, quoi. Une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on va être beaucoup plus ancré avec le psilohuasca. On va être beaucoup plus dans nos cellules, dans notre corps, et donc par rapport à l'ayahuasca, on va être beaucoup moins euh, happé dans des sphères spirituelles, en perdant aussi nos repères de cette réalité d'ici. Ce qui était très intéressant avec le psilohuasca, c'est qu'on explore énormément les réincarnations et de multiples niveaux de conscience, que ce soit interne à nous-mêmes ou au-delà, avec voilà, des familles d'esprit et d'autres choses encore. On peut pratiquer aussi, enfin moi j'ai pu le pratiquer, et d'autres personnes ont pu le faire, des décorporations et également des incorporations, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à habiter des personnes et d'autres et se mettre à vivre ce qu'elles vivent. Pas spécialement en termes de vie antérieure, mais potentiellement de vie actuelle. Ce qui est très intéressant et ce qui peut être assez commun pour certaines personnes avec le psilohuasca, c'est qu'on va se connecter à la conscience divine, qui est très différente de l'expérience que j'ai pu avoir avec l'ayahuasca. Et je ne suis pas le seul à l'avoir vécu comme ça, mais avec le psilohuasca, on va vraiment rentrer dans la conscience du divin, la conscience du tout et et voir à travers ce regard. Et ça, c'est très riche, très intéressant. Hum, autrement, il est très intéressant de voir aussi avec le psilohuasca euh, qu'on peut remonter à l'histoire de l'humanité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu voir et que beaucoup de personnes ont pu vivre. C'est qu'on peut aller d'incarnation en incarnation, de réincarnation en réincarnation, remonter le temps et toucher à un passé, à des savoirs extrêmement intéressants. Et, euh, et voilà, oui, en gros, c'est ça. Donc après, pour être plus dans le détail, entre l'ayahuasca et le psilohuasca, pour moi, je dirais que la grande différence, c'est que avec l'ayahuasca, c'est une énergie, lors de l'expérience, c'est une énergie, on va dire, extrêmement contrôlante. C'est-à-dire qu'on va se faire happer très souvent, je dirais pas absolument pour tout le monde, hein, mais c'est quand même assez commun de se faire happer par la force de l'ayahuasca et de perdre ses repères, même de perdre la notion de la réalité, et même de confondre la réalité d'ici avec ce qu'on est en train de vivre, et ce qui peut générer des états un peu de folie, ou de folie contrôlée, hein, mais on peut confondre les gens avec ce qu'on est en train de vivre. Et ça amène des fois à vraiment un sentiment de jungle en cérémonie où on voit les gens vraiment vivre des choses et les exprimer ici alors qu'elles sont en train de les vivre là-bas. Hum, alors que le psilohuasca, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je le privilégie, c'est que les gens qui voyagent sous psilohuasca sont totalement lucides et ancrés ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent complètement parler et clairement, sereinement avec les gens autour d'eux, dans cette réalité-là, tout en étant dans d'autres dimensions, tout en faisant des voyages astro, divins ou autres. Et c'est assez fascinant de pouvoir être ici totalement en contrôle, en équilibre, serein, tout en partant extrêmement loin, extrêmement fort ailleurs. Ce qui permet en fait, et c'est ça qui est très intéressant, d'assimiler beaucoup plus les expériences, les enseignements que l'on va vivre dans ces dimensions parallèles, puisqu'on est conscient également dans la matière. Alors qu'avec l'ayahuasca, dans ces moments j'aime pas le terme, mais moi, je ne trouverais pas spécialement un terme similaire, mais de folie. On peut tellement se faire happer qu'en perdant ses repères ici, mais quand on revient, on ne se rappelle plus vraiment de tout ce qui a pu être vécu. Alors qu'avec le psilohuasca, oui, et c'est ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant avec le psilohuasca aussi, euh, on a beaucoup plus d'autonomie dans le voyage, c'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus décideur de ce que l'on veut explorer et si on est prêt à l'explorer ou non. Et donc il y a un aspect plus pédagogique que je trouve très intéressant. Ensuite, tout à l'heure je parlais de l'ayahuasca comme une énergie féminine. Ce qui est très intéressant avec le psilohuasca, c'est que c'est un mélange d'énergie féminine et d'énergie masculine.
Donc on a un phénomène yin-yang où on va pouvoir travailler autant le féminin que le masculin, les lignées féminines que les lignées masculines, que l'énergie yin et l'énergie yang, et qui se complètent. Donc ça permet vraiment d'explorer beaucoup de sphères à travers ça. Et pour être plus dans le détail, en fait, avec le psilohuasca, mes explorations, je dirais que les champignons, parce que oui, le psilohuasca, pour expliquer ce que c'est des champignons combinés avec des graines de harmala. Et dans mes expériences, les champignons, ça va être une énergie plutôt masculine, alors que les graines de harmala vont être une énergie féminine. Et leur combinaison va générer cet effet yin-yang, comme ce dessin qu'on peut voir, avec un peu de yin dans le yang, un peu de yang dans le yin, et voilà. Et je trouve que ça peut se ressentir, ça peut vraiment se ressentir. Et c'est très intéressant justement de travailler en collaboration féminin-masculin. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à l'ayahuasca, hum, pour le psilohuasca, c'est que lorsqu'on prend de l'ayahuasca, en général, surtout la première fois, lorsqu'on prend un premier shot d'ayahuasca, ou si on fait une première nuit ayahuasca, il est possible qu'il n'y ait rien et qu'il soit nécessaire de reprendre un deuxième verre ou de faire une deuxième nuit ou voire même une troisième nuit et parfois plus pour vivre une expérience. Alors qu'avec le psilohuasca, un seul verre suffit, une seule nuit suffit et actuellement je n'ai pas rencontré de personne qui avait envie de faire une deuxième nuit après la première tellement elle était intense et travaillante. Donc voilà un point aussi intéressant. Hum, Donc, un point aussi qui est à prendre en compte entre l'ayahuasca et le psilohuasca, et je sais que ça peut déranger certaines personnes qui sont beaucoup dans l'ayahuasca, mais c'est important à le prendre en compte, c'est qu'en fait, l'ayahuasca, même si on en parle de manière, enfin, si on parle d'une médecine naturelle, il faut prendre en compte que c'est une médecine qui est cuisinée. Ce sont des plantes cuisinées, des plantes qui sont coupées, arrachées, broyées, peut-être séchées, bouillies, et dans une marmite, avec des outils, avec un feu, et qui crée une réaction chimique. Et personnellement, je peux vraiment sentir une nature qui est plutôt artificielle, même si c'est des plantes. Il y a quand même une création par la main de l'homme qui fait que personnellement je sens que l'énergie est biaisée par ce processus-là, même si c'est le processus pour que ça fonctionne. Hum, il y a une chose à prendre en compte, c'est que lorsque l'on bouffe une plante, il y a une part de son âme qui est détruite. Alors ces molécules persistent, certaines de ces molécules, et là, en l'occurrence avec l'ayahuasca, on va vivre ces effets-là, mais l'âme de la plante, quelque part, est altérée. Alors que ce qui est vraiment intéressant pour moi avec le psilohuasca, c'est que les plantes sont vivantes, on va les ingérer vivantes. Et après, avec ma sensibilité, euh, on peut vraiment sentir que la vibration du vivant en nous euh, est porteuse, et encore plus porteuse. Alors une question, est-ce qu'on vomit aussi sous psilohuasca? Merci de cette question. Beaucoup moins qu'en ayahuasca. Je dirais que sous psilohuasca, une personne sur cinq en général va vomir, alors qu'en ayahuasca, voilà, ça peut être une personne sur deux, voire même plus. Et donc voilà, pour une personne qui est peut-être un peu réticente à ce niveau-là, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est bon à savoir. Hum, Autre point, ce qui est intéressant avec le psilohuasca, c'est que ce sont des plantes qui poussent en Europe en fait. Les graines de harmala sont des graines qui sont utilisées dans la médecine ayurvédique, mais également dans les traditions médicinales du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. C'est une plante qui est connue depuis la nuit des temps ici et qui pousse très naturellement, très spontanément. J'en ai vu encore il y a une semaine en faisant une randonnée. Et ça pousse naturellement et ça appartient à cette terre. Et les champignons, même si on considère que voilà, ils ont été
avant tout ramenés d'Amérique latine. Le fait qu'il pousse ici, il y a un lien avec cette terre. Et pour en avoir parlé avec des personnes qui travaillent avec l'iboga, avec l'ayahuasca ou d'autres médecines, ils parlent tous de l'importance de prendre la plante sur son territoire et de considérer que l'énergie du sol ou l'énergie du lieu, le climat et d'autres paramètres vont permettre à la plante ou à la médecine de encore plus s'exprimer. Et là encore, je trouve que le psilohuasca va être très intéressant pour ça, du fait que ce soit des plantes qui appartiennent à l'Europe et à l'Inde, enfin en tout cas dans toute cette partie-là, indo-européenne, eh bien on va activer une connexion beaucoup plus en conscience de l'espace dans lequel on vit. Hum, Ensuite, alors, ce qui est très intéressant pour moi aussi, et c'est pour ça que je fais ce webinaire, c'est, on va dire, la conscience de l'usage de ces plantes. Concernant l'ayahuasca, par exemple, la liane, qui est considérée comme l'élément principal pour faire l'ayahuasca, il lui faut entre 3 et 10 ans pour qu'elle puisse être récoltée et utilisée. Et là, pour le coup, on va tuer une liane en fait. On va la couper, on va la tronçonner ou couper et on va la détruire pour l'utiliser pour de l'ayahuasca. Et actuellement, ça fait des dégâts. Et il faut entre 3 et 10 ans pour qu'elle puisse être utilisée. Donc, lorsqu'on en détruit une, il faut du temps pour qu'elle repousse. Et également pour les plantes complémentaires, ça va être soit de l'écorce, soit des feuilles. Et donc pour ça, on va détruire ou vraiment affecter des plantes et tout un écosystème. Ce qui est intéressant avec le psilohuasca, encore une fois, c'est que ce sont des graines, ce sont des champignons, c'est-à-dire ce sont des parties de plantes qui sont destinées à la cueillette ou qui sont offertes par les plantes. Et je trouve que c'est une information intéressante à prendre en compte du fait que voilà, les champignons qui sont des fruits, les graines qui sont une semence, ben voilà, puissent être offertes comme ça, qu'on puisse les récolter sans altérer, sans endommager quoi que ce soit de la nature. Et pour aller un peu plus dans l'écologie, actuellement, euh, avec le phénomène de mode de l'ayahuasca, on obtient une grosse déforestation. Et le problème, c'est que cette déforestation dans l'Amazonie fait que les peuples qui utilisaient l'ayahuasca traditionnellement se retrouvent en difficulté et ne peuvent plus ou difficilement cultiver l'ayahuasca ou utiliser l'ayahuasca puisqu'elle est vendue assez cher et accaparée avant tout pour le tourisme. Donc il y a une conscience à avoir pour moi en termes écologiques euh, par rapport à la nature, mais également culturellement de bien faire attention à respecter l'usage et à prioriser sur l'usage et la culture des personnes, enfin des peuples locaux qui utilisent l'ayahuasca. Et malheureusement, actuellement, ils se font complètement dominer par un marché de l'ayahuasca, un marché financier, qui fait que ça perturbe beaucoup de choses et même ça détruit beaucoup de choses. Ça génère beaucoup de corruption et voilà, c'est quelque chose dont on parle peu encore maintenant, mais ça va être un drame. Dans quelques années, ça sera un drame si on fait rien. Alors que avec le psilohuasca, ce sont des champignons qui poussent naturellement et on peut les cultiver tous, même chez soi en fait. Et ça pousse en quelques jours, quelques semaines, et ça se commercialise très facilement. On n'affecte en rien l'écosystème et la végétation ici. Et pareil pour les graines de ramala, ça pousse naturellement comme une plante sauvage en fait. Donc il y a aussi cette conscience en fait de réaliser que un équivalent de l'ayahuasca ici pousse naturellement et peut nous permettre d'obtenir un travail de guérison, un travail d'élévation euh, totalement en harmonie avec la culture locale et surtout l'écosystème d'ici. Voilà. Ensuite, euh,
pour parler des compositions en fait de l'ayahuasca et du psilohuasca, c'est que, et pourquoi je les compare, c'est qu'en fait, on va dire que la composition chimique est la même, dans le sens où, avec l'ayahuasca, donc ce qu'on va ingérer, ça va être la DMT. En fait, les effets de l'ayahuasca, ça va être la DMT, et également les IMAO qui sont contenus dans la liane. Et donc voilà ce qu'on va avoir dans l'ayahuasca et qui va nous permettre d'avoir cette expansion de conscience et plus encore. Alors qu'avec le psilohuasca, ce qui est intéressant, encore plus intéressant pour moi, c'est que on va avoir, et ça on ne le sait pas vraiment, mais enfin ce n'est pas dit, mais en fait les champignons, les psilos, champignons ou truffes, contiennent de la DMT. On n'en parle pas, mais c'est une DMT qui est contenue dans les psilos. Les graines de Harmala contiennent des IMAO également, comme la liane de l'ayahuasca. Et, et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement il y a de la DMT, de l'IMAO, mais également par l'ingestion en fait du psilohuasca, les psilos vont générer de la sérotonine. Donc on va avoir DMT, IMAO et de la sérotonine qui va avoir un effet également d'expansion de conscience, principalement au niveau du système digestif, et qui va générer un système de guérison, de reconnexion du système, que ce soit digestif ou du système organique. Et, euh, et donc, c'est aussi un plus qui peut être pris en compte. C'est que là, on va avoir trois ingrédients plutôt que deux qui vont permettre une expansion de conscience encore plus approfondie. Hum, Donc voilà, là j'ai fait quasiment tout le tour de ce que je voulais partager autour de la différence pour moi entre le psilohuasca et l'ayahuasca. Et voilà, clairement, je pense que vous l'avez compris, c'est que pour moi, le psilohuasca est quelque chose de vraiment important à prendre en compte. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour cette médecine, pour tout ce qu'elle peut apporter au niveau écologique, au niveau culturel, et en termes de régulation aussi du tsunami des psychédéliques qui est en train d'arriver. Alors, question, est-ce que la musique tient le même rôle dans une cérémonie aujourd'hui avec psilohuasca et avec l'ayahuasca? Oui, 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 ça va être le même processus en fait. Euh, oui, oui, ça va être le même processus. Il va y avoir une hyperactivation de la conscience cellulaire qui va faire cellulaire et énergétique, qui va faire que les vibrations de la musique, portées par des émotions, que ce soit enregistré ou en live, hein, va générer une connexion avec un type d'énergie, un type de fréquence, un type de conscience. Donc oui, c'est similaire. En tout cas, de mes expériences, c'est similaire. Je dirais que avec le psilohuasca, ce qui est très intéressant, c'est que en dehors des perceptions du son, l'odorat va être démultiplié. Donc j'ai pu vivre des expériences où je sentais les particules d'odeur de l'air et d'identifier même autre chose que de l'air qui appartenait à des matières et autres. On va également avoir, pour certains, moi ça le fait, mais une perception démultipliée au niveau des yeux, au niveau de la vue. Donc ça va à un certain degré, un certain grammage d'ingestion de graines de harmala. Il va y avoir, enfin je vais pouvoir voir des auras autour de certaines matières ou certaines choses, principalement l'eau. Je vais me mettre à voir comme un halo lumineux autour de l'eau et de certains autres objets ou certaines autres matières. Euh, donc voilà, ça peut être très intéressant aussi de se focaliser sur cette expansion de perception en plus de la musique. Et, euh, et voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Euh, Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez-vous. Moi, voilà, j'ai fait mon petit speech. Pour résumer, je vais faire un petit résumé autour de, de l'aya enfin, de l'ayahuasca et du psilohuasca. Je dirais que pour moi, en fait, les qualités de l'ayahuasca, c'est que ça va nous plonger dans de l'amour,
dans beaucoup de plaisir. Pas obligatoirement, il peut y avoir des expériences négatives, enfin négatives, dures, mais quand même, il y a une énergie qui est assez magnifique, hein, au niveau de l'ayahuasca. Euh, il peut y avoir beaucoup d'enseignements, des reconnexions avec voilà, l'esprit de la vie. Et ce qui est très intéressant avec l'ayahuasca, c'est qu'on peut vraiment se sentir régénéré après la consommation d'ayahuasca et ne pas être du tout fatigué. Alors une question, la différence entre champi seul et champi et armala. Eh bien en fait, lorsqu'on va consommer, et merci pour la question, c'est vrai que c'est important. Donc lorsqu'on va consommer des champignons, les champignons vont apporter, on va dire, principalement de la sérotonine en fait. On va avoir un shoot par le biais de la sérotonine que va apporter les psyllos, donc champignons ou truffes, et, et un peu de DMT. En fait, les psyllos, champignons ou truffes, contiennent également donc de la DMT, comme je le disais tout à l'heure, mais les psyllos contiennent également un petit peu de IMAO qui permet la manifestation de la DMT, qui permet que la DMT puisse monter et agir. Alors que si on prend juste de la DMT sans IMAO, la DMT va être digérée par le système digestif et on n'aura pas d'effet. Mais là, pour le coup, donc, on va avoir avec les psylos un effet avec la sérotonine qui va nous apporter cette expansion de conscience, mais également un peu de DMT parce qu'il y a un peu de IMAO dans les psylos. Mais lorsqu'on va utiliser les graines de harmala, là, on va débloquer complètement les effets de la DMT des psylos. Et donc là, on va voir 100% des effets de la DMT des psylos, plutôt qu'un petit peu. Et en plus de ça, les effets des Harmala va être d'être dans une hyper conscientisation cellulaire et sensorielle. Ce qui fait que quand je parlais voilà, de percevoir ces particules, ces molécules d'air, des sons démultipliés, des perceptions, des organes, ou d'énergie sur sa peau, ou en termes de vision, de voir des auras. Donc ça va être principalement les graines qui vont le générer. Et additionné avec les champignons, en plus de ce que j'ai pu décrire, c'est qu'on va pouvoir plonger dans de l'interdimensionnel euh, à travers nos cellules, à travers l'odeur, à travers le son. On va dire, pour revenir, pour redéfinir, les graines vont apporter une précision du ressenti, des perceptions sensorielles. Donc on va pouvoir ressentir, aller dans le ressenti des cellules par exemple, et qu'on rajoute les effets des psylos, on va plonger dans la mémoire en fait de ces cellules et on va pouvoir même voyager à travers ces cellules. Donc l'effet des graines, ça va être une loupe grossissante sur toutes ces mémoires qui nous habitent et le psylo va permettre d'ouvrir ces mémoires et donc de plonger au travers et d'aller dans pas mal de trucs. Voilà. Alors que si on prend juste les champis seuls, ben, on va avoir cet état d'expansion de conscience, de connexion, mais pas avec la précision, pas avec la connexion au corps que l'on va avoir lorsqu'on prend du psilohuasca. Voilà. Alors je reviens sur voilà, ouais, ce que je disais sur les qualités pour moi de l'ayahuasca, ça va être extrêmement ressourçant. C'est-à-dire qu'après une nuit d'ayahuasca, on va être en pleine forme, on va avoir beaucoup d'énergie et ça va être très porteur. Les défauts pour moi de l'ayahuasca, si on peut classer ça comme des défauts, c'est que l'expérience est très contrôlée par la médecine. Elle nous emmène là où elle veut en général. Je dirais pas pour tout le monde, mais c'est assez courant quand même que ça nous emmène là où il faut. Et, euh, et le souci pour moi, c'est qu'on perd vite pied et on peut rentrer dans ce qu'on pourrait appeler une forme ouais, de folie ou de psychose, c'est-à-dire qu'on va plus du tout savoir où on est et on va perdre ses repères et ça peut amener à un état de stress et un état d'angoisse en fait qui fait que ça peut affecter un peu le voyage aussi. Et, euh, et c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est à vivre quand même, hein. Et on perd cette notion de la réalité d'ici, donc on peut vraiment s'en mêler les pinceaux et faire des choses que l'on ne voulait pas faire. Et ça, c'est un peu le problème, et c'est assez courant en cérémonie.
je dirais pas à chaque fois, mais quand même, c'est assez courant qu'il y a certaines personnes qui, bah voilà, qui deviennent folles et qui commencent à foutre le bordel, et il faut les neutraliser, il faut les maintenir au sol, ils se mettent à crier ou des choses comme ça. Alors qu'avec le psilohuasca, en fait, ce qui est très drôle en cérémonie, c'est que voilà, tout le monde va être allongé sur le dos, personne va bouger, et par contre, ils vont voyager loin, 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 tout en étant là. Et si on va les voir en leur parlant, mais ils vont être capables de nous parler, et de faire les gestes qu'il faut pour aller aux toilettes, ou pour s'asseoir, ou autre chose, ou s'hydrater, et partir aussi loin, et peut-être pour certaines personnes plus loin encore qu'avec l'ayahuasca. Donc pour moi, les qualités de l'ayahuasca, du psilohuasca, ça va être beaucoup plus d'ancrage, ce que je définissais juste là. C'est de voyager en totale conscience, c'est-à-dire qu'on est lucide, qu'on appartient à ici, qu'on est nous, tout en allant dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, et de faire un lien, de faire un pont, donc de pouvoir en même temps, en étant conscient de là où on est parti, de mémoriser ce qu'on est en train de vivre, et d'être lucide de ce voyage, ce qui pour moi a enrichi encore plus l'expérience, et surtout l'apprentissage de cette expérience. Hum, Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans la mémoire cellulaire avec le psilohuasca. C'est qu'on va vraiment plonger dans des choses qui habitent notre corps, et je trouve beaucoup plus que l'ayahuasca. Et ça nous permet de toucher peut-être à des mémoires personnelles, transgénérationnelles, euh, ou de société, ou d'humanité, ou de plus encore, et de dénouer des choses. Et c'est vrai que bon, c'est dark, mais beaucoup de femmes se rappellent en fait sous psilohuasca, femmes et certains hommes se rappellent d'abus qu'elles ont pu vivre, ou identifier cela chez des personnes de leur entourage. Donc, en tant que thérapeute, je trouve ça intéressant de toucher cette partie-là de ce qui peut nous habiter. Hum, donc voilà, autrement, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le psilohuasca, on va très très vite voyager, pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité quand même, de vie antérieure en vie antérieure, ou de vie parallèle. Et on va beaucoup voyager entre les dimensions aussi. C'est assez riche à ce niveau-là. On est beaucoup plus connecté, on peut beaucoup plus, je trouve, interagir avec, avec des défunts, avec des esprits, avec des égrégores, si on veut les appeler comme ça, ou avec des consciences supérieures, ou même des proches qui sont encore en vie, ou des animaux. On peut rentrer en dialogue, et ça c'est très intéressant aussi. Et aussi, par rapport à l'ayahuasca, on a beaucoup plus d'autonomie dans les explorations, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se sentir libre d'aller là où il le faut ou pas pour résoudre des choses. Voilà. Le défaut pour moi du psilohuasca, c'est que pour une personne qui n'a pas l'habitude de ce genre d'introspection, ou d'introspection, ou qui a plutôt l'habitude d'ayahuasca, elle peut vite se retrouver dans des choses assez sombres, enfin, qu'elle considérait comme sombres, obscures, et crues. Et là, on va plutôt toucher à du thérapeutique plus qu'une jolie expérience. On va quand même toucher à du thérapeutique. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le point fort et le point lourd avec le psilohuasca. Donc il faut quand même être d'humeur en général pour le psilohuasca, voilà, d'accueillir toutes ces expériences-là. Et autre chose, c'est que contrairement à l'ayahuasca, le psilohuasca est extrêmement fatigant. C'est-à-dire que on va être HS toute la nuit, on va être vraiment en état KO. Et le lendemain aussi, on va être vraiment en petite énergie. Et on va commencer à avoir un regain d'énergie 24 heures, 48 heures plutôt après l'expérience psilohuasca. Donc voilà, là je vous ai fait un petit topo, enfin un topo même, je dirais, je pensais faire une demi-heure, mais à mon avis j'ai fait bien plus, de la différence entre le psilohuasca et l'ayahuasca. Ouais, clairement j'ai une préférence pour le psilohuasca, même si mon cœur est avec l'ayahuasca. Et vraiment, vraiment, il y a tout mon respect avec l'ayahuasca, parce que j'ai vécu de très très belles expériences, voilà, l'ayahuasca fait partie de mon corps et de mon âme. Mais voilà, le psilohuasca est très intéressant en termes de travail, de connexion, de guérison et de thérapie. Et c'est moi en tant que thérapeute qui m'exprime là, c'est que voilà, si on veut dénouer des choses, ça peut être très intéressant aussi.
Si vous avez des questions, si vous avez envie de peut-être me partager des choses après ce webinaire, sentez-vous libre, contactez-moi. Moi, ça fait toujours plaisir de partager tout ça. Euh, voilà, on est dans cette société qui est en train de se faire bouleverser par l'arrivée des psychédéliques. Je considère que plus on sera préparé et plus on sera conscient de tout ce que ça peut être et tout ce que ça peut représenter, euh, mieux on évoluera avec ce qui est en train d'arriver dans notre société. Voilà, je remercie les participants qui sont là, je remercie voilà, pour ces questions et merci aux personnes qui ont eu l'envie de regarder ce webinaire voilà, cultivez-vous, ne prenez pas pour content les avis des uns et des autres. Il n'y a que votre opinion qui compte et pour avoir votre propre opinion, mais allez chercher les informations à gauche, à droite, devant et derrière, en haut et en bas. Voilà, ben, je vous souhaite une belle soirée et peut-être à bientôt.